Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci une nouvelle fois de nous rejoindre et de partager ce moment avec nous dans l'émission On en parle de Nîmes, que vous retrouvez bien évidemment dans la rubrique YouTube sur notre chaîne, mais également sur la page Facebook dans la rubrique On en parle. Nous sommes ce matin au restaurant Carré Jazz, 25 places de la Maison Carré, une adresse incontournable, dirons-nous, avec un bar à vin, un bar également à whisky. Et puis, bien évidemment, vous pouvez venir y déjeuner et faire vos réunions aussi bien là où nous nous trouvons, c'est-à-dire au premier étage. Il y a un patron très sympa, Gilles Carrier. Et un patron, Gilles Carrier, dont nous parlerons tout à l'heure. Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, Marc Tolel. Marc Tolel, 66 ans, ancien médecin, il est aujourd'hui à la retraite. Élu de la ville depuis 2008, il est aujourd'hui adjoint délégué à Courbessac et aux bâtiments communaux. Candidat au départemental en 2015 sur le canton de Nîmes 2, Marc Tolel échoue dans une triangulaire avec la gauche et le Front National. Marc Tolel, bonjour et sois le bienvenu dans l'émission On en parle. Merci, ravi d'être avec vous ce matin. C'est un beau défi pour débuter l'année. C'est le premier anniversaire effectivement de ma retraite. D'accord. Il y a un an donc, je cessais toute activité professionnelle, d'un métier que j'ai fait, je crois, avec passion. C'est un beau métier. Je crois que... Et je suis effectivement à la mairie. Tu as oublié quelque chose quand même, Patrick, oui. C'est que je m'occupe également du développement culturel, c'est-à-dire en fait la gestion de Christian Ligier en particulier et toutes les associations culturelles nîmoises qui constituent ce tissu culturel dont nous sommes aussi si fiers. Nous aurons l'occasion d'en reparler, j'en suis sûr. Donc en général, un médecin pneumologue, ça manque pas d'air. Il vaut mieux, oui. Il vaut mieux. Alors, mais il paraît qu'ici, vous n'en manquez pas du tout. Voilà. Donc... S'il vous plaît. Alors, nous ont rejoint dans le cadre toujours de cette émission Pierre Carpentier, Bonjour. Philippe Roita, Bonjour. André Bonora, Bonjour. à la vision Benjamin Baron. Alors, ma première question, elle va être directe. Hein. Oui, ça ne m'étonne pas. Approuves-tu et que ferais-tu et ferais-tu de même que Thierry Mariani? Ce dernier quitte les Républicains pour rejoindre l'ex-Front National. Troisième quand même sur la liste des Européennes. Il faut savoir quand même qu'il a été ex-ministre des Transports au gouvernement Sarkozy. Donc je te pose cette première question. Bon, d'emblée, tu me cherches. D'emblée, je te Voilà, cherche. Bon, très bien. Bon, je crois que c'est un choix personnel de Thierry Mariani. De toute façon, je dirais, il représentait quand même, dans le cadre des Républicains, une droite très marquée. Un peu comme Wauquiez. Un petit peu comme Wauquiez, même un petit peu plus, je dirais. Oui. Et bon, je crois que c'est un choix. Est-ce que c'est un choix de carrière? Parce que pour être élu, autrement dit. Opportuniste. Voilà. Est-ce que c'est un choix de conviction? Je crois qu'il faut lui demander. Moi, je crois que, si vous voulez, ça c'est mon côté peut-être un petit peu sévenol. Hein. Ça sert à rien d'avoir du courage quand tout va bien. Il faut avoir du courage quand ça va pas bien. C'est là qu'il faut, c'est là qu'on va voir, je dirais les gens qui ont quand même des valeurs à défendre. Et je trouve que Thierry Mariani qui quitte le bateau, tout comme d'ailleurs je pourrais dire pareil de M. Juppé. Hein. D'accord? Je pourrais dire pareil de M. Juppé. Je pense qu'il y a là, à mon avis, pour parler, on est à les arènes qui sont à côté, un manque de trappe politique. C'est qui la tendance Mariani, tendance dure sur Nîmes? Je crois qu'elle n'est pas très Il en représentée. existe je sais pas, Non, mais quand il y a eu des élections internes, ouais. c'est Guillaume Pelletier oui. qui représentait un petit peu la droite forte. C'était dans les élections internes, c'est la droite forte qui a eu la majorité à Nîmes. D'accord. Hein, dans la fédération. Mariani était tendance Pelletier. C'est ça, oui. D'accord. C'est ça. Bien. Philippe. Alors moi j'ai une question qui est une question centrale qui... Il paraît que c'est le plus dur, lui. Hein. Non, il y a deux sous-questions. Oui, vas-y. Vous êtes un médecin reconnu à Nîmes, hein, ça c'est incontestable. Moi, vous êtes un proche du maire, on le sait. Moi, ce qui m'avait assez choqué, c'est qu'il y a quelques semaines, vous aviez quasiment enjoint le maire à faire un 4e mandat, en disant faut y aller. Je pose ce type de question, c'est qu'il aura 75 ans, il en aura 80 à la sortie. Est-ce que c'est dans l'air du temps de la politique que l'on veut faire aujourd'hui? Première question. Est-ce que sa succession
a été préparé? À mes yeux, non. Et quand on voit que le jeune Plantier, qui n'a pas 40 ans, on dit il est trop jeune, et que le Front National vient d'élire, pour tirer sa liste aux européennes, Jordan Bardella, qui d'ailleurs, c'est le Saint-Denis, comme moi, qui a 23 ans, je veux dire. C'est un drôle d'endroit. Mais qui a 23 ans, je veux dire. C'est-à-dire qu'ils ont les couilles de laisser aux jeunes leur place quand il faut et où il faut. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir enjoint le maire de faire le mandat de trop? On sait tous qu'il y a toujours un mandat de trop. Voilà. Justement, et c'était l'association Un Grand Nîmes, hein, c'est ça? Pour un Grand Nîmes. Oui, et pardonne-moi, et que devient Succo, René Succo là-dedans? René, mais nous sommes coprésidents, tous les deux. Alors, je te laisse répondre à la question de Philippe. Philippe. Oui, je crois que c'est une question, effectivement, qui est importante. Hein. Mais je crois que, premièrement, c'est vrai que d'un point de vue général, la politique française a été un tout petit peu, assiégée par le jeunisme. Là. Il fallait des jeunes, il fallait le dégager, il fallait rechanger. Bon, je crois quand même qu'avec Macron, le jeunisme en a pris un coup quand même. Hein. Soyons clairs, hein. Au bout d'un an, on ne peut pas dire quand même que la jeunesse est portée, je dirais, toutes les espérances qu'on lui souhaitait. Premier point. Deuxième point, moi je pense que le constat que je fais à Nîmes est parfaitement lucide. Je crois effectivement que Julien Plantier effectivement est un peu jeune, il a le temps, et je crois que Jean-Paul Fournier est l'option qui me paraît la plus sûre pour ne pas perdre la ville. Je ne peux pas être plus clair. Il n'y a personne qui peut représenter, je dirais, l'idée que j'ai de cette ville en dehors de Jean-Paul Fournier. On avait parlé de toi à un moment donné. J'allais dire, tu sais, tout à l'heure, vous avez fait allusion, je dirais, à mon passé médical, dont j'en suis effectivement très fier. C'est ce métier, pendant plus de 35 ans, je me suis occupé de malades très lourds dans mon service, beaucoup de cancérologie, et ce métier m'a appris à une chose que tu ne peux pas savoir, c'est l'humilité. Tu sais, moi, je ne fais pas de la politique. Tu sais pourquoi je fais de la politique? C'est d'une simplicité accablante. Je fais de la politique parce que les emmerdements, pour parler bien, puisqu'on peut tout dire ici, je les voyais venir depuis fort longtemps. Et je voulais pouvoir dire à mes petits-enfants, j'ai essayé, mais je n'ai pas subi. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, je crois qu'il y a ce qui me paraît le plus important en politique, c'est la lucidité. Moi, je ne suis pas un croyant. J'aime bien la lucidité. Moi, je regarde les choses tranquillement à Nîmes. Jean-Paul Fournier, c'est vrai qu'il a été secoué par cette intervention, ces problèmes de santé. Oui, mais il s'est remis. Il s'est bien remis. Je crois qu'il a envie. Et enfin, nous avons quelque chose ensemble. Vous savez, moi, au fond, je n'ai pas de parti politique, j'ai plutôt un parti pris. C'est beau ça. C'est surtout le parti pris que j'ai, moi, c'est, je dirais, l'amitié que j'ai pour lui. Et puis, moi, j'aime bien la sincérité, j'aime bien un petit peu l'honneur. Si vous voulez, j'appartiens pas à ce siècle, quoi. Mais j'assume. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être auprès de lui et de l'aider parce qu'on partage quelque chose qui me paraît important. C'est vraiment un amour sincère pour cette ville. Et ces rivalités qui se passent un petit peu sur... moi, elle me peine. Est-ce que c'est pas un handicap? On vient de parler Ça pas me tout ça en peine. même temps, Ça me peine parce que, si tu veux, moi je me souviens, il faut avoir la mémoire. La mémoire, pour moi, c'est 95. C'est Bousquet-Lapierre. Ouais. Cette campagne, je m'en souviens, cette campagne, on parlait plus de politique, on parlait que des hommes. Et on était pour Lapierre, pour Bousquet. Il n'y avait plus de politique. Qui a mis en place quand même la gauche. Et on a eu quoi? On a eu le Parti communiste qui, bien sûr, a fait le boulodrome, ce qui est une avancée formidable pour la ville. La SMAC. Mais moi, je suis... Permettez-moi d'être méchant un peu. C'est un bonheur. Un peu de méchanceté, ça ne fait pas de mal. Dans ce monde qui est lisse. Allez, Non, mais si tu veux... Mais enfin, quand même, la ville... repart sur les mêmes problèmes de personnes. Et Je parle de l'histoire de Bousquet et je de crois Lapierre, que- mais on repart sur le même schéma, là, pour 2020. Je crois que tu as raison, et j'espère que tu as tort, que tu es tort, parce que je pense que quand même, je crois que Jean-Paul est très conscient de cela, et je pense que de toute façon, on ne pourra pas faire
on ne pourra pas faire l'impasse sur la possibilité d'un accord global de la droite. Ça me paraît évident. D'autant plus que, encore une fois, il n'y aura la politique après les Gilets jaunes, ce ne sera pas la politique d'avant. Bon, par contre, Ça, c'est une nouvelle donnée. pour les Nîmois, est-ce que ce divorce entre Jean-Paul Fournier et Yvan Lachaud, qui s'est fait lors d'un conseil municipal, alors peut-être qu'il était ressenti à l'intérieur de la mairie par les élus, mais est-ce que pour les Nîmois, ça n'a pas été quelque chose de violent? Je pense que pour les Nîmois, c'est peut-être quelque chose de violent, mais très honnêtement, soyons encore une fois lucides et humbles. Qu'est-ce qu'ils veulent les Nîmois? Ils veulent que la ville avance. Ils en ont, passe-moi l'expression, ils n'en ont rien à faire de guerre de personnes. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on va dans la rue, quand on parle aux gens, ils n'en ont rien à faire. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est qui se passe? Ça va pas, non? Ils ne comprennent pas. Donc, tu vois, la logique politicienne n'est pas foncièrement la politique citoyenne. Ça cascaille quand même pas mal sur le. Ça cascaille. Comment on dit, entre l'histoire Fournier-Lachaud, Lachaud-Fournier. Et puis on sent qu'il y a des balles de tennis, c'est la partie de tennis. C'est pénible. Pour ne rien te cacher, moi j'ai demandé très officiellement qu'on arrête de parler de personne, qu'on parle uniquement politique, option politique, pour parler. Mais surtout pas. Donc j'ai bien retenu ce que tu disais, c'est que les forces de droite allaient se réunir, quoi qu'il en soit. Ce qui veut dire qu'avec Yvan Lachaud, il va y avoir. Il n'a pas dit ça. Je pense qu'on ne pourra pas faire. Voilà. On ne pourra pas faire l'impasse là-dessus. Sinon, on va droit vers, je dirais, on va couler et les extrêmes sont. Ils attendent que ça. Ils attendent que ça. Ils attendent que ça. Bon, la République en marche sont un petit peu en difficulté en ce moment, mais ils vont peut se dire. C'est le moins qu'on puisse se dire. Mais ce qui est peut-être un petit peu embêtant, vu par les Nîmois, c'est à chaque fois qu'une décision est prise par l'un, l'autre contre et vice versa. Mais je pense, si tu veux, que très honnêtement, je crois que la problématique c'est plus droite-gauche. Et d'ailleurs. Le dernier sondage, au niveau, je dirais, du degré de confiance des citoyens face aux partis politiques, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est plus de 30% du dégoût. Ouais. Hein? Près de 70% sur ceux qui n'attendent rien de la politique. Donc on est très loin. En revanche, qui c'est qui a 58% d'opinion favorable? C'est le maire. Pourquoi? Parce que le maire est en dehors de droite-gauche, il est dans le cadre de l'intérêt général de la ville. Et il a cette proximité citoyenne que les autres ont perdue. Tu voulais rajouter quelque chose? Le maire de Nîmes, il a quand même. Moi, j'ai pas de difficulté. Depuis le premier jour, il y a 3 ans, je soutiens le musée de la Romanité, parce que j'étais déjà de la ville, je connais les collections, je sais. Il n'y aurait pas eu le maire de Nîmes, il n'y aurait pas le musée de la Romanité. Oui, c'est vrai. Personne n'en voulait. Ni la droite, ni la gauche, ni les verts, personne. Oui, absolument. Il a beaucoup de charisme. Ouais. Il a fait une ville, il a fait un des plus beaux centres-villes de France, moi je l'ai déjà dit, je continue de le dire. C'est magnifique. Bon, le défaut qu'il a, pour moi, citoyen, citoyen de gauche, c'est que c'est la citoyenneté qui n'est pas reconnue. On ne fait rien pour les citoyens. C'est des décisions bing, bang, bing, bing. Et moi je pense que, alors c'est peut-être aussi lui ses origines protestantes, un peu sévenol aussi, parce que Génola au pied. Non mais il n'a pas un charisme vers les gens, vers les Nîmois, et moi je lui reproche ça. Et de dire quand même, pour revenir à ma première question, il aura 81 ans quoi, à la fin du mandat. Est-ce que c'est sérieux aujourd'hui avec ce qui se passe dans le pays je ne parle même pas du dégagisme. Ton ami Mimi, il a fini à quel âge? Comment? Mais mon ami Mimi, il y a 30 ans, et puis c'est pas mon ami, je ne l'ai pas connu, je n'étais pas là. Alors fous-moi la paix avec Mimi. Mimi Jourdan d'ailleurs, il a bien été élu par les Nîmois, mais Émile Jourdan, pas par moi. Bon, oui, toujours revenir à la politique il y a 30 ans. Voilà, il y a 30 ans, 40 ans, il n'y avait pas la décentralisation, il n'y avait rien il y a 40 ans. Ça n'a rien à voir. Mais la santé a fait des progrès. Alors, justement, on va pouvoir parler d'hypertension artérielle. Est-il vraiment en excellente santé pour pouvoir
se représenter. Actuellement, oui. D'accord. Actuellement, oui. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il commence à rondiner, comme on dit ici. Un grognard. Voilà, il commence à grogner. Bien avec toi. Alors, c'est vrai qu'on lui reproche souvent ça. Cette sorte de... Mais, moi qui le connais bien, il a la pudeur justement, tu vois, des Cévenols dont tu parlais. Il y a cette pudeur. Et des protestants mélangés. Il y a cette pudeur. Mais je peux te garantir que c'est quelqu'un... Moi, on discutait l'autre jour, comme ça. Je vais te dire pourquoi je l'apprécie. Et je lui disais, justement, c'est jamais menti, tous les deux. Et il me disait, c'est vrai, parce que tu sais comment j'en suis là. Son premier mandat, il est venu me voir. Et il me dit, j'aimerais bien que tu fasses partie de l'équipe. J'ai dit, moi, je ne peux pas, je n'avais pas d'associé à l'époque. J'ai dit, j'ai refusé parce que j'ai dit, tu vas avoir un élu qui va être un fantôme, parce que j'avais un travail monstrueux à la clinique et que j'aurais été absent. Donc j'ai refusé, mais il m'a dit, la prochaine fois. Et la prochaine fois, il est revenu me voir, il me disait, je te l'avais promis, mais là, j'avais un associé et je pouvais donc avoir plus de temps. Et c'est comme ça que j'ai débuté, je dirais, mon premier mandat. Mais c'est quelqu'un qui a au moins, je dirais, cette simplicité des gens simples. Et pour moi, j'apprécie énormément cela. Qu'est-ce qu'il a fait de positif et de négatif? Le positif, je crois que l'embellissement de la ville est extraordinaire. Il a tenu bon. Il a tenu bon sur le musée de la Roumanie. Et de négatif, j'ai dit aussi. Oui, j'ai bien compris. Mais t'en fais pas, j'ai pas oublié. La chose était contre. Et absolument, tout le monde était contre. Je vous signale que ce musée est un succès phénoménal. Il y a plus de 170 000 visiteurs. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que c'est le nombre des visiteurs, c'est le type de visiteurs. C'est-à-dire, dans 40% des cas, ce sont des étrangers. Et les Nîmois représentent que 15%. Donc ça veut dire qu'on a encore, je dirais, une surface de progression. Il faudrait peut-être la gratuité pour ce musée. Ce qu'il va faire, à mon avis, qui est un choix politique très fort, c'est à côté du musée de la Romanité, c'est le centre des congrès. Parce que faire le centre des congrès au cœur de la ville, c'est une option politique vraie. C'est-à-dire, c'est vraiment, on veut que ce soit la ville qui vive. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de négatif? Qu'est-ce qu'il a fait de négatif? Peut-être, justement, un peu moins de présence sur le terrain. Mais est-ce que c'était parce que bon, il était quand même. Je pense que c'est dans sa personnalité. Voilà, il n'a pas cette. Mais je pense que si tu veux, tu sais, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et je t'avoue que d'ailleurs, je le lui dis. Hein, donc je lui ai dit, Jean-Paul, peut-être il faudrait que tu fasses un petit peu des petits déjeuners de quartier, etc. Parce que tout simplement, les gens l'aiment beaucoup. Je me balade dans la ville et il a cette. Mais c'est les gens qui viennent, c'est pas lui qui y va. Parce qu'il a cette sorte de pudeur. C'est pas par méchanceté, ni par... je ne l'ai jamais entendu... C'est pas un bon commercial. Tu sais, c'est un bon peintre. C'est le défaut des gens sincères. Voilà. Donc, la question, c'est que s'il était parti à la fin de ce mandat-là, ce qui m'aurait semblé, moi... 75 ans, on quitte la vie politique, après ce qu'il a fait, et il a un vrai bilan, je veux dire. On ne peut pas lui contester son bilan sur la ville. On ne peut pas lui contester ça. On peut lui contester plein de choses, mais pas son bilan. Son bilan, il est là, on l'a vu là. Bien, on va sortir un petit peu des sentiers de la politique. Où ça en est avec Nîmes Olympique, dans la relation avec Nîmes Olympique, dans la relation avec M. Assaf, et où en est ce fameux projet de grand stade qu'il souhaite faire. C'est vraiment un sujet que les Nîmois... c'est vrai, là je suis tout à fait je suis d'accord avec toi que si tu veux c'est le stade des Costières, donc nous on désire le vendre au Nîmes Olympique parce que tous les grands clubs professionnels veulent avoir un endroit pour faire justement avec des endroits de marchandisation, etc., du club, etc. On le comprend totalement. Donc on a bien constaté le projet de Assaf, c'est-à-dire la destruction des Costières et construire un stade dans l'autre sens et avec un bâtiment à côté qui était relié au stade pour permettre les restaurants, etc., tout cela. Ton point de vue sur ce projet? Mais alors où est-ce qu'on en est? Le grand problème, c'est vrai qu'Assaf, c'est Assaf. D'accord. Relation difficile. C'est
c'est pas des relations difficiles, c'est des relations qui sont un petit peu différentes, je dirais, parce que c'est Asaf, il a sa logique à lui, d'homme, d'entrepreneur, etc. Et c'est parfois un petit peu dur à suivre. Donc, si tu veux, je suis désolé, c'est pas de la méchanceté de ma part, ni je veux rien cacher, mais encore une fois, je peux pas être précis sur ce dossier. On ne sait pas, rien n'a avancé à ce niveau-là. Non, parce qu'en plus... Mais ton avis, Moi, mon avis, c'est une très bonne idée, parce que De remodifier le stade comme ça. non, mais en revanche, nous, on prévoit tout déjà, je te signale. C'est-à-dire, tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font aux Costières. Il y a que ça va du billard jusqu'à l'escrime, salle de gym, etc. Donc nous, on a déjà imaginé des solutions. Des solutions. Non, non, c'était pas là quand même. Et C'était à l'hôtel. C'était à l'hôtel. Et donc, si tu veux, tu es au Grand Hôtel. Grand Hôtel. Et donc, on a déjà prévu, nous, parce qu'on est dans l'obligation de reloger tout ce monde. Hein. Donc, nous, déjà, on a les solutions pour construire, avec l'argent de la vente du stade, construire donc un centre sportif qui permettrait il y a beaucoup d'options beaucoup d'options, peut-être du côté de Courbesac, peut-être ailleurs, il y a une discussion. Et beaucoup de supporters du Nîmes Olympique vont te dire, mais pendant les temps des travaux, où vont se passer les matchs? Ça, c'est un gros problème, ça aussi. Ça, c'est un très gros problème. Parce que les gens de Fosse. Ils ont parlé de tout ça. Marguerite aussi, on pourrait. Donc, il n'y a pas plus de relations. Franchement, j'ai pas de. C'est pas de rigolo. Mais quand même, la Saint-Denis pourrait la Saint-Denis. Ah, bah le grand stade, il est à Saint-Denis. Il est tout rouge en plus. Alors, ta question. Non, mais c'est que moi, le stade, quand même, qui a 35 ans, il date de Bousquet. Oui. L'architecte est un architecte connu, un architecte italien de haut niveau. C'est pas un architecte de quartier. Non, c'est pas Ricciotti. Il connaît rien en architecture. Lui, il ne connaît que. Comment il s'appelle? Ah, ben tu vois, tu sais même pas. Donc, mais si, quand tu sors ta poubelle, parle à ta voisine. Hein. Mais oui. Allez. Donc, moi, je considère quand même quelque part, en tant que citoyen nîmois, que foutre en l'air par terre un stade au bout de 35 ans, est-ce qu'il n'y avait pas les moyens d'une réhabilitation pour rajouter dessus tout ce qui manquait? Alors, je suis d'accord, non, ça c'est une question, ça par contre je peux répondre. Elle existe. Ça je peux répondre. Si tu veux, on peut se tutoyer quand même, malgré tout. Mais oui. Si tu veux, la problématique des stades qui a été fait il y a 35 ans justement, c'est qu'il y avait des normes différentes. Maintenant, les normes télévisuelles, je te donne un exemple simple. L'éclairage. L'éclairage. Il faudrait, pour qu'on soit aux normes, tu vois, tous les grands mâts d'éclairage, il faudrait que nous puissions les reculer d'environ 30 mètres pour être aux normes verticales que la Fédération française de football nous impose maintenant. Ils ont déjà été modifiés. Et on a déjà modifié l'éclairage. Ça a été très compliqué. Ça a coûté aussi de l'argent. Et on l'a fait, bien sûr, pour le Nîmes Olympique et pour notre équipe aussi, notre stade. Mais les normes sont complètement différentes. Mais ça, il faudrait que, moi je ne suis pas à la communication de la ville, mais il faudrait que le maire s'exprime là-dessus, fasse un article pour dire pourquoi on va démolir ce stade. C'est pas... La vente est signée ou ça en est où là? Non, oui, on est en contact. Je crois qu'au niveau, en tout cas, il y a un accord de principe. Mais pour le moment, ça n'a pas du tout avancé. Mais est-ce qu'il n'attend pas de savoir si le Nîmes se maintient ou pas? Parce que c'est notre enjeu financier. Peut-être. Oui, bien sûr. Enfin, pour un homme de communication, je trouve qu'il communique. Parce qu'il faut rappeler que c'est le deuxième de chez Free. Hein. Oui. C'est la communication. C'est pas un communicant du tout. Assez introverti pour un homme de communication. Bien. Allez, les Gilets jaunes. Alors, un premier cahier de doléances a été transmis à l'Élysée lundi dernier. Un deuxième cahier est disponible à l'accueil de l'hôtel de ville. Absolument. Et un espace numérique dédié va bientôt être ouvert. Absolument. Ta question. Et dans de nombreux villages de Nîmes Métropole aussi. Alors, la question de Dédé. Ma question va porter sur les Gilets jaunes parce que c'est d'actualité, je pense. Et je pense qu'on est arrivé à un niveau de violence qui est important et qui est peut-être pas fini et qui peut encore évoluer. Et ce qui est dangereux, je pense. Et là, on ne parle plus de casseurs et de gilets jaunes. Moi, je pense qu'on parle de gilets jaunes plus violents que d'autres. Mais à Nîmes, samedi, il n'y avait pas spécialement des casseurs comme on le voit dans des manifestations traditionnelles. Je pense qu'il y avait des vrais gilets jaunes plus violents et avec plus de haine, plus qui se radicalisent beaucoup plus. Et on le voit même sur les réseaux sociaux où on sent même dans les paroles
de la haine dans les paroles. Absolument. C'est comme ça. Absolument. Donc, quel est ton point de vue là-dessus? Écoute, premièrement, les Gilets jaunes, c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Moi, je dis que... Tu es gilet jaune, toi? Moi, je suis gilet jaune tranquille, oui. Ouais, D'accord. Non, mais c'était parce pas que si j'avais un jour à me définir politiquement, hein, j'avais déjà dit au Midi Libre, il était un peu étonné, j'ai dit, moi je suis réactionnaire, au sens où je doute de la notion de progrès. Hein, j'ai appris dans mon métier, j'ai appris 5 fois mon métier au moins, que les vérités du jour sont les erreurs de demain. Et donc, si tu veux, je suis très réactionnaire, je doute de ça. Et puis, moi j'adore de l'endroit d'où je viens, j'adore l'identité au sens patriarcal du terme, j'adore l'histoire de mon pays. Je suis passionné par cela et je suis très fier, je dirais, de continuer ce qu'on m'a légué. La mentalité sévenoble. Je suis terrible, en gros. Là, je suis réactionnaire et je suis anticapitaliste en même temps. Parce que je suis assez grand pour voir les méfaits de la mondialisation et de la globalisation. Ça a rendu en fait le capitalisme prédateur. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux, moi je suis anticapitaliste au sens où, je dirais, cette globalisation écrase les petits. Écrase les petits. Et justement, aboutit à un distinguo et à une opposition absolument frontale entre ceux qui ont réussi dans la globalisation, c'est-à-dire souvent les zones urbaines, et puis la périphérie, chère à Christophe Guilly, dans son magnifique bouquin de la France périphérique. Et donc, si tu veux, mon cœur va, en tout cas, peut-être je me rappelle de mes parents, hein, qui étaient des petits commerçants et des artisans qui ont travaillé toute leur vie, et qui, à la fin, ils avaient une retraite tellement petite que mon frère et moi ont donné un petit peu quelque chose à la fin du mois, et j'aurais bien aimé le faire très longtemps. Mais, si tu veux, tu vois, je trouve qu'il y a quand même dans notre société 2 poids 2 mesures. Donc c'est pour cette raison que je suis gilet jaune dans ce sens. En revanche, au niveau de la violence, pour te répondre, tu sais, il y a Charles Péguy, je crois, qui a dit, en définitive, la violence aboutit à la servitude, seul l'ordre est garant de la liberté. Et donc, si tu veux... C'est un peu la démocratie. Et oui. Et donc, si tu veux, je crois qu'on ne peut pas inventer, ou en tout cas vivre la liberté sans l'ordre. Oui. Donc, effectivement... Mais les garde-fous, voilà. Chacun. Et donc, ça, c'est quelque chose qui paraît évident. Donc, je crois que la violence doit être totalement condamnée dans tous les cas. Tu parlais de l'histoire, ceci étant, l'histoire de France est faite de périodes de violence. Et malheureusement, c'est la violence qui a fait que les choses sont... Oui, je parle des révolutions... Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que la plupart du temps, l'histoire est faite par les minorités agissantes, hein. C'est clair. Bien, vous savez que nous allons être pris par le temps, donc moi je voulais te poser une question, parce que nous avons un chroniqueur qui est avec nous, qui s'appelle Jean-Luc Constant, et il m'a demandé de te poser une question. Allez. Question de Jean-Luc. Oui. Sur le nouveau délégataire de l'eau, même avec le pouvoir du maire... Oui, pardon. Oui. Étant un ancien du MPF, pardon, oui, c'est vrai. Et proche de De Villiers, c'est vrai. Quelle est ta position sur le mariage pour tous, et a-t-il célébré des mariages homosexuels? Qui, moi? Oui. Non. Voilà. Non, moi je crois que si tu veux, on a une... ne confondons pas surtout homophobie et mariage pour tous, hein, d'accord? C'est-à-dire, moi, j'ai des amis homosexuels auxquels je tiens énormément, qui sont vraiment des amis. Et puis, je connais assez l'histoire pour savoir ce qu'on doit oser aux homosexuels. Il y a de très grands capitaines qu'il était en toute sérénité du temps de Louis XIV. Eugène de Savoie, par exemple, il a sauvé Vienne. Hein, donc, de ce côté-là, j'ai aucun problème. Mais en revanche, le mariage, c'est le mariage. Voilà, le mariage. justement.
Le mariage, pour moi, ne peut être que l'acte de naissance d'une famille entre un homme et une femme. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est... Ça, c'est ton côté totalement. réactionnaire Voilà. et fidèle aux traditions. Voilà, exactement. Bon, j'allais poser une question également sur le nouveau délégataire de l'eau. Je vais en poser une sur les gilets jaunes encore. Allez, vas-y, dépêche-toi. Bon, c'est là un reproche que je fais au maire, c'est qu'on oui. s'est précipité partout d'ailleurs, Ouais. pas qu'à Nîmes. Les gilets jaunes, on les reçoit partout, à la radio, dans les journaux, machin, bidule, on leur donne une aura extraordinaire alors qu'ils sont 30 000 en général. Bon, comment se fait-il qu'à Nîmes, le maire a reçu les gilets jaunes, mais il n'a jamais reçu, et là je vous pose la question à vous qui êtes aussi délégué à la vie culturelle de la cité, et alors moi ça me pose aussi une question, parce qu'il y a déjà il y a un maire adjoint à la culture qui est malade, il y avait... Pose ta question. Non mais attends, il y avait aussi... Pose ta question. C'est Madame Ponce, Corinne Ponce. Mais c'est je la remplace. Ah d'accord. Bon. Ce que je veux dire, c'est le maire n'a pas reçu les parents d'élèves du conservatoire, qui leur ont demandé, et c'était pas des gauchistes, pas des communistes, pas des syndicalistes, pas des CGTistes, à diverses reprises, les parents ont manifesté, on leur a pas répondu. C'est ça le reproche que je fais au maire. Pourquoi on n'a pas répondu? Pourquoi il n'a pas reçu ses familles, comme un maire fait partout? J'ai connu 6 maires dans ma vie professionnelle, et voilà, pourquoi? Est-ce que vous l'avez incité à le faire et qu'il vous a dit, non... Alors je vais te dire, il est complètement imperméable, je dirais, il prend ses décisions tout seul, tranquillement, dans son coin. Alors, quand même, il faut bien reconnaître une chose. Au niveau de la forme, je serais un petit peu d'accord avec toi, de la forme, hein. Oui. Mais au niveau du fond et du résultat, regarde le résultat. Il y a autant de monde au conservatoire, et si tu veux, ça ne pose aucun problème. Ouais. Donc, que tu sois tout à fait d'accord. Et puis moi, je vais rajouter une chose, qu'on dise, peu importe l'effectif, c'est que la problématique des gilets jaunes est quand même si je reconnais peut-être qu'il y a un problème au niveau du conservatoire, est d'un autre niveau que les enfants du conservatoire. Donc il y a quand même un mal-être qui se passe dans beaucoup de Français, qu'ils soient dans la rue ou pas dans la rue. On voit le nombre de personnes qui sont dans les manifestations, mais on voit aussi le soutien. Et il y a énormément de Français. Donc je pense que c'est le rôle du maire de recevoir ce courant à partir du moment où il y a quelque chose qui se revendique. Et les gilets jaunes sont aussi d'une certaine manière, alors des fois ils le font bien, des fois moins bien, mais aussi des porte-parole de 70% de la population. On est entièrement d'accord. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il marche très fort le cahier de doléances. Il marche très fort. Il marche très fort. Jean-Paul a reçu les gilets jaunes, ce qui paraissait normal de le faire dans ce cas-là. Je crois qu'il a fait, ça s'est très bien passé. On a répondu, je dirais, à toutes leurs attentes. Mais une chose est sûre, c'est que je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est le pays qui a une hépatite. Hein, je suis d'accord. Hein. Et si tu veux, mais les gilets jaunes, je suis d'accord avec toi. C'est une cassure entre tous les corps intermédiaires en général, tous les corps intermédiaires et le citoyen. Et la grosse erreur de Macron, depuis le départ, dès le début, c'est ne pas avoir écouté, justement, ne pas avoir écouté. Je vais faire réagir Philippe Roy. Est-ce que les gilets gilets jaunes est-ce que c'est le peuple, les gilets jaunes? C'est une partie. Alors, attention, c'est peut-être une partie du peuple, oui, mais à un certain moment, il y avait 70% des gens qui les soutenaient. Donc ça commence à devenir le peuple, quand même. Moi, je suis tout simplement d'accord. Est-ce que ça n'a pas tourné un petit peu lentement? Mais si ce pourcentage-là, il faut le mesurer. Il y a une variabilité. Maintenant, on est à 52. Bon, ma question je vais quand même la poser, question sur le nouveau délégataire de l'eau, même avec le pouvoir du maire, il n'a pu empêcher Veolia de prendre à la sorte le marché juteux de l'eau, parce que c'est un marché juteux. Bien sûr. Hein. Donc, est-ce encore la guerre des chefs? On en a parlé tout à l'heure. Donc, très honnêtement, non. Je crois que, si tu veux, alors, on n'est pas, je crois qu'on n'est pas d'accord, si tu veux, on n'est pas d'accord sur les termes du marché, c'est pas pareil. C'est-à-dire que dans ce marché, l'aglo nous dit on fait des graves économies, c'est normal, parce que dans le marché, il n'y a pas les investissements, c'est-à-dire en gros, l'entretien des tuyaux et le changement des tuyaux. Donc évidemment, là, ça fait beaucoup d'économies, mais les investissements, qui c'est qui va les payer, quoi. Bien, nous allons faire un tour de table pour clôturer cette émission. Dédé. Moi, je voulais dire que souvent la violence et la haine fait dire et fait faire n'importe quoi. Pierre. Moi, je voulais dire dans le cadre des Gilets jaunes aussi qu'il y a aussi des gens qui souffrent.
On l'a vu samedi dans Nîmes, hein, pour tous les commerçants, les artisans, les entreprises aussi, qui sont aussi des victimes collatérales de ce problème-là. Alors bon, il y a un certain nombre de structures qui existent et sur lesquelles il faut que les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise se rapprochent de ces organismes-là pour être aidés parce qu'on sait qu'ils souffrent. Bon, très bien. Philippe. Alors moi, j'ai une phrase, tiens, on a parlé tout à l'heure de citation, il y a une phrase de Nietzsche que j'aime beaucoup qui dit « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou ». C'est vrai, je la connaissais, mais on a les mêmes connotations cérébrales. C'est vrai que c'est tout à fait Nietzsche et le chantre de la volonté. Et je pense qu'on va en avoir sacrément besoin. Mais une volonté ensemble. Le doute fait réfléchir. Voilà. Hop. Je voulais te remercier particulièrement, Marc. Bon, c'est vrai que nous nous connaissons depuis quelques années. Je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté notre invitation, hein, de toute l'équipe. Tout c'était tout à fait favorable. Que penses-tu de cette émission? On a besoin. On a besoin de se parler, on a besoin de se dire les choses. Alors évidemment, c'est pour cette raison, quand on regarde les chaînes BFM disent tous la même chose. On a besoin justement de savoir s'écouter, même si on ne dit pas la même chose. On a besoin de se mettre en colère. On a besoin de se mettre en colère. Mais on a vu tout à l'heure. Mais j'avais dit, j'ai fait une lettre à Wauquiez, hein, je te signale. J'ai fait une lettre à Wauquiez et je lui ai conseillé. Un, qu'il se mette en colère pour tout simplement vivre la colère du peuple. Et deux, qu'il ait le pouvoir de la transgression. Parce que la doxa du politiquement correct, elle est arrivée au bout du rouleau. Exactement. Voilà les deux qualités que je pense qui sont nécessaires en politique. Merci une nouvelle fois, Marc. Merci d'être venu dans l'émission. Ça fait un grand plaisir. Sache que nous allons recevoir bon nombre d'élus également, bien sûr, de droite et de gauche. C'est normal. Recevoir. Je voulais remercier également Benjamin Baron, qui est toujours à la vision. Vous qui nous regardez, merci à toutes, merci à tous, à très bientôt. Bye bye.